Voilà. Donc, bienvenue dans ce Meet the Expert. Peut-être, Sébastien, serais-tu d'accord de te présenter en quelques mots et puis de raconter ton parcours comme guide de montagne et le lien avec le diabète? Oui, voilà. Alors, moi, je m'appelle Sébastien Monet, j'habite sur Fribourg. Et puis, un peu, moi, j'ai fait de la montagne depuis tout petit et j'ai eu du diabète un peu sur le tard à 24 ans. Et j'avais déjà en fait commencé la formation de guide de montagne et c'est arrivé un peu au milieu de la formation. Et ben, suite à ça, j'ai eu rendez-vous avec la diabétologue et tout ça. Et c'était un peu la grande question, est-ce que c'était possible de continuer à guider ou pas? Et puis ça, si j'avais écouté purement la diabétologue, je pense que je travaillerais dans un bureau maintenant. Parce que la première réaction, c'était un peu, ouh là là, c'est pas possible de guider en étant diabétique, c'est beaucoup trop dangereux. Et ben, un peu, j'ai dit, bah, c'est gentil de me mettre en garde. Je vais essayer et je verrai après d'avoir testé si vraiment ça marche pas ou bien si je continue à guider. Et du coup, ben, ça fait maintenant 5 ans que j'ai du diabète. J'ai fini la formation de guide, je guide, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Et du coup, je suis très content de ne pas avoir trop écouté ma doctoresse. Du coup, voilà, maintenant j'ai 28 ans. J'ai jamais eu de problème en lien avec le diabète, que ce soit en montagne ou pas. Et puis, du coup, voilà un petit peu mon parcours en lien avec le diabète. Donc, du coup, tu as eu ton diabète à 23 ans et puis jusque-là, il n'y a pas eu d'incident particulier en haute montagne, si j'ai bien compris. Exactement, c'est ça. C'est que ben, moi, j'ai eu vraiment l'impression que ce diabète, c'est un peu diabolisé. Puis, oulala, le diabète, c'est sûr que tu fais une hypo toutes les 2 semaines ou tu finis à l'hôpital. Et puis, c'est impossible de combiner ça avec des sports à risque. Et au final, c'est pas vraiment le cas. Ok, merci beaucoup Sébastien pour ta présentation. Et du coup, je laisse la parole à Ricardo. Volontiers aussi, Ricardo, si tu es d'accord de nous raconter ton parcours en tant qu'aviateur. Si j'ai bien compris, je crois que c'est un hobby. Et puis, comment ça s'est passé avec le diabète par rapport à ça? Oui, merci beaucoup pour l'invitation aussi. Et, moi, je m'appelle Ricardo, je suis portugais d'origine. Je suis venu en Suisse à 23 ans. Je suis ingénieur informatique, c'est mon métier pendant la journée et quand il fait pas beau. Quand il fait beau, j'essaie de voler le plus possible. C'est ma passion. Et du coup, moi, j'ai eu le diabète encore plus tard. J'avais déjà 35 ans, en fait, quand je l'ai eu. Et je volais déjà depuis ouais, 12 ans, je pense. Moi, j'étais toujours passionné par l'aviation quand j'étais petit. J'avais un oncle qui était pilote de ligne qui m'amenait de temps en temps avec lui. Et du coup, j'ai toujours voulu voler moi-même. Et du coup, quand je suis arrivé en Suisse, c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis inscrit dans un club de planeurs, j'ai commencé à voler. Et j'ai beaucoup, beaucoup volé pendant peu plus de 10 ans, en planeur surtout, et en montagne. C'est vraiment ce que j'aime le plus, mais j'ai aussi fait la formation pour le vol moteur et j'ai progressé un peu ici, sur ça aussi. Et après, j'ai eu le diabète, en fait, pour l'aviation, dans plusieurs pays, dans la plupart des pays, c'est encore, la loi, elle est encore assez restrictive, pour beaucoup. En fait, c'est éliminatoire pour pouvoir voler en étant diabétique, à part quelques pays. Je pourrais préciser un peu plus après. Mais c'est vraiment des lois qui n'ont pas suivi l'évolution technologique qu'on a eu, je dirais 15-20 ans. Il y en a eu 20 ans. Et donc, du coup, depuis, je vole souvent, mais je vole toujours avec un autre pilote à côté.
Et je continue à batailler pour changer la loi, moi et plusieurs personnes qui sont dans la même situation un peu partout dans l'Europe et le monde. Donc, du coup, à la fin, ce que je comprends, c'est qu'en continuant à voler après et en adaptant toute la procédure, parce que c'est sûr qu'il a des contraintes en étant dans un petit avion en altitude, il a toujours des choses à prévoir, mais en suivant des protocoles, c'est faisable de faire de l'aviation en étant diabétique. J'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, enfin te poser si il y avait eu un souci jusqu'à présent. Et puis donc, est-ce que par rapport au vol, c'est exclusivement des planeurs ou éventuellement les avions à moteur? Comment ça... Est-ce que tu peux aussi conduire des avions à moteur accompagnés? Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en aviation, on a besoin d'un certificat médical. Et pour avoir ce certificat, il faut passer une visite médicale aéronautique dans la plupart des pays. Et le diabète type 1, c'est éliminatoire pour avoir ce certificat médical. Donc, en fait, j'ai une licence, mais je n'ai pas mon certificat. Donc, à chaque fois, il faut que je vole avec quelqu'un d'autre comme je peux voler, c'est moi qui vole, mais en fait, il y a un autre pilote dans l'avion. Le certificat médical pour le planeur et pour le volomoteur, monomoteur des petits avions, c'est le même, c'est le médical classe 2. Après, il y a un médical classe 1 qui demande plus de choses, qui c'est pour les pilotes de ligne, pilotes commerciaux. Mais il y a des pays comme le Canada qui ont même plus de restrictions pour les pilotes de ligne. Il y a même des équipages où les deux pilotes dans un avion de ligne sont des diabétiques type 1 au Canada. Donc, il y a vraiment des pays qui ont évolué assez vite. En Europe, on continue à travailler. Il y a plusieurs choses qui se passent, qui avancent assez vite maintenant. Je pense qu'on va y arriver bientôt. Parce que du coup, par rapport à l'Europe, chaque pays a sa législation ou il y aurait une décision un petit peu commune par rapport à Ouais. l'évolution de la situation? Donc, il y a une agence européenne d'aviation, c'est l'EASA, qui gère depuis quelques années, qui gère un peu les lois, c'était le règlement pour tous les pays qui font partie de l'EASA. C'est l'Union européenne, mais aussi la Suisse. La Suisse, elle fait partie aussi de l'EASA. Donc, en fait, il y a des pays qui ont établi des protocoles locaux qui les permettent, des gens avec le diabète type 1 de voler dans ce pays-là, pas partout en Europe. Et c'est le cas de l'Autriche, de Royaume-Uni, quelques deux ou trois de plus. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour changer la loi et le règlement chez l'EASA. Et ça va permettre à tout le monde en Europe de pouvoir voler pratiquement sans restriction avec le diabète type 1. Et j'allais juste dire, parce que en fait, je parlais de l'évolution technologique et l'aviation est un moyen qui est très lié à des protocoles, des checklists à chaque fois, avant le vol, pendant le vol, après le vol. À chaque moment, il y a toujours des checklists à suivre. Donc, c'est intéressant de voir comment adapter ces protocoles à quelqu'un qui a du diabète type 1. C'est vraiment rajouter quelques étapes de plus quand on fait des checks pour vérifier que tout va bien et avoir des procédures adaptées à chaque situation pour corriger quand ça ne va pas bien. Donc, c'est comme gérer le moteur, la puissance moteur, l'altitude. C'est exactement le même pour gérer le diabète pendant le vol. Ok, merci beaucoup, Ricardo. Sébastien, toi, tu as l'impression aussi que ta diabétologue peut-être n'avait pas pris en compte l'évolution des technologies ou quels avaient été les obstacles et ces craintes peut-être par rapport à cette expérience de guide de montagne? Alors, je ne saurais pas dire un peu si la diabétologue n'avait pas pris en compte cette évolution technologique, mais ce que j'ai eu l'impression, moi en tout cas, c'était que vraiment le diabète était connoté à
vraiment des problématiques, vraiment quelque chose qui est très limitant. Et puis que du coup, ben voilà, on a du diabète, c'est super, on arrive à vivre avec ça, mais il faut pas vouloir trop faire de choses un peu en dehors de la norme. Et puis, bon, j'ai un peu de nature, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire et je préfère essayer par moi-même. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a, je pense, aidé à persévérer dans cette direction. Je dis oui, alors c'est bien gentil de me dire ça, mais je vais essayer par moi-même. Et puis, si vous aviez raison, ben, je reviendrai vers vous, vous dire que vous aviez raison. Puis ben, maintenant, ça fait depuis le début que je suis suivi chez elle. Puis chaque fois, je dis, ah oui, ben, c'est super. Ça m'a aussi, je pense, permis à accepter plus facilement le diabète, de pouvoir continuer à faire ce que je veux, que de se dire, oh là là, j'ai du diabète, je peux plus faire. Et puis ça péjore un peu la qualité de vie aussi, si on doit tout changer, nos habitudes, nos hobbies, ce qu'on aime faire. Et du coup, ça, je pense, c'était quelque chose pour moi de très important de pouvoir. Alors oui, j'ai du diabète, mais on voit que le corps humain s'adapte quand même assez bien et assez facilement à une nouvelle routine. Et puis maintenant, je vis avec ce diabète, ça fait partie de moi, mais je peux continuer à faire ce que je veux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, de très important pour moi pour un peu accepter ce diabète. Si ça m'avait empêché d'aller en montagne par la suite, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile à accepter. Puis ben, Ricardo parlait des évolutions technologiques. C'est sûr que d'avoir, ben moi j'ai les stylos d'injection et puis le capteur, mais ce capteur, ça change vraiment la vie. Parce qu'au début que j'ai eu le diabète, ben, j'étais, oh ben voilà, j'ai ça, mais je vais continuer à aller en montagne et j'avais encore pas le capteur. Il fallait faire des glycémies capillaires. Et je suis allé une fois en montagne avec un copain et là, c'était vraiment l'angoisse parce que, alors déjà, je ne savais pas trop comment ça marchait pour gérer ça. J'étais tout le temps beaucoup trop bas parce que j'avais aucune idée comment on réglait. Je ne pouvais pas avoir vraiment de valeur parce que ben, on était à ski l'hiver. Le temps que j'arrive à faire sortir une goutte de sang parce qu'il faisait froid, j'allais de mettre la goutte de sang sur la languette. C'était à coup sûr qu'il y avait l'erreur que le lecteur est trop. Je crois que ça a un tout petit peu bugué, si vous me permettez l'expression. Est-ce que Sébastien est encore avec nous ou pas? Oui, je suis revenu. Ah. Il y a un petit souci, je ne sais pas de quoi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Mais du coup, problème. ouais, je disais que ben, avec ce capteur, c'est vite problématique parce que ben, c'est pas fait vraiment pour les. C'est fait pour vivre normalement, un peu comme le 98% des gens, je pense, qui vont se faire des glycémies à la maison ou dans des endroits un peu tempérés. Et là, ça marchait pas du tout comme système. Et ça faisait pas très longtemps que le capteur existait. Et du moment que j'ai eu ça, c'est vraiment, ça m'a changé un peu la gestion du diabète, déjà au quotidien à la maison, mais aussi pendant l'effort. C'était beaucoup plus facile. Et c'est quelque chose qu'on peut faire sans interrompre l'activité qu'on fait. Marcher, bah, je peux continuer à marcher en me regardant la glycémie. Ça prend 30 secondes quand il faut attendre un petit peu. Et c'est vraiment super. Et ça, je pense que c'est une avancée technologique qui fait vraiment la différence pour pouvoir faire un peu d'activités différentes ou de métiers différents que ce qu'on faisait avant. Et puis que, comme tu le disais bien, Ricardo, je pense, ça n'a pas encore été tout à fait assimilé au niveau peut-être des législations ou des gens ou quoi. Et on a encore cette image que on a du diabète, on est très limité dans ce qu'on doit faire. C'est un peu ce que j'ai l'impression. Mhm. Oui, il y a des choses vraiment très intéressantes dans ce que tu dis par rapport déjà à l'acceptation du diabète qui est facilitée par le fait de finalement peu changer ses habitudes de vie ou en tout cas d'être accompagné là-dedans plutôt que devoir y renoncer. Et puis que finalement, bah, le matériel aussi évoluant aide aussi à cette acceptation. Et donc, toi, ton capteur vraiment t'a aidé au quotidien et malgré le froid de la montagne, il fonctionnait bien, si j'entends bien. Ouais, alors il fonctionne en général bien. Le problème, c'est quand il fait frais puis qu'on marche en t-shirt. Mais du coup, ben voilà, j'ai eu l'expérience un peu, la mésaventure deux, trois fois que ben, ça marchait pas parce que le capteur était trop froid.
Après, entre les générations, j'ai l'impression qu'il vient de plus en plus sensible au froid. Je sais pas si c'est le constructeur qui met un peu des limites ou pas. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Et ce serait sympa de pouvoir un peu le personnaliser un petit peu plus selon les besoins. Mais après, bah, c'est des choses qu'on apprend et puis qu'on adapte et puis on fait avec. Mais c'est déjà vraiment quelque chose de super. Puis après, avec l'altitude aussi, on m'a dit, ouais, je sais pas comment ça marche. Et je suis déjà retourné après chez ma diabétologue. Je lui ai dit, bah voilà, je suis pas médecin, mais j'ai mes petites théories qu'en altitude, ben, de mon expérience et d'un petit peu ce que j'ai réfléchi, c'est que on monte en altitude, on a moins d'oxygène. Le corps, en ayant moins d'oxygène, il a une réponse de stress où la réponse de stress ben, augmente la résistance à l'insuline et fait que la glycémie est plus haute. Et c'est mon observation personnelle, ma théorie. Je suis allé faire cette théorie à ma diabétologue. Elle a souri, puis elle a dit, si vous avez constaté ça et puis que ça marche pour vous, eh ben, tant mieux. Il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, mais c'est une expérience personnelle que j'ai faite et puis qui se reproduit un petit peu assez régulièrement. Du coup, je pense que si ça peut aider des gens à se dire, ah ben voilà, c'est pas forcément non plus parce qu'on fait un effort euh, plus ou moins intense en montagne que la glycémie va forcément descendre. C'est aussi quelque chose, c'est des choses qu'avec le temps, ben voilà, j'ai appris. Et puis, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire ça, ben, je le partage très volontiers parce que ben voilà, une expérience, si on peut la partager, ben, elle grandit plus vite. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que les expériences sont source d'apprentissage. Je crois que on le constate au quotidien et merci d'être d'accord de partager ben, toutes ces observations et ces hypothèses aussi à la communauté. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent rebondir là-dessus directement. Ouais, moi j'avais une petite question bah, pour les deux parce que vous avez beaucoup parlé du changement. Vous étiez déjà dans vos activités avant d'avoir le diabète. Je voulais savoir comment s'est passée l'adaptation. Seb, tu disais au début que c'était compliqué, il y avait beaucoup d'hypo, etc. Et comment tu as fait pour un peu petit à petit arriver à gérer? Qu'est-ce que tu as mis en place de ton côté pour passer outre? Et pareil pour Ricardo, les protocoles, comment vous avez mis ça en place? Si ça a pris beaucoup de temps ou si ça s'est fait, si ça se fait encore, etc. Voilà. Je peux essayer de commencer, mais en fait, la première année, j'apprenais un peu aussi à gérer le diabète moi-même. Donc, je suis resté. Maintenant, je porte une pompe, euh, mais je suis resté avec le stylo la première année. Et j'ai fait pas mal d'activités aussi parce que j'ai eu de la chance que mon diabétologue, il était il m'a aidé beaucoup en fait pour suivre toutes les activités que j'avais. Donc c'était très important pour moi. Mais en fait, l'aviation, comme il y avait la loi, la législation qui me laissait pas voler solo. À l'époque, j'ai un peu laissé de côté et j'ai beaucoup insisté sur la partie euh, législation pour essayer d'avoir le médical au lieu de continuer à voler comme juste avec des gens. Donc, la première année, j'ai pas beaucoup volé, donc j'ai pas beaucoup d'expérience de gérer avec le stylo et sans le capteur. Donc, une fois que j'ai commencé à voler vraiment plus, c'était avec déjà le capteur et la pompe. Et honnêtement, c'est vraiment comme gérer un instrument de plus dans l'avion. Ça pose pas vraiment de problème. Il faut surtout être sûr qu'on prend assez de sucre, n'importe quel, pour corriger. Parce qu'une fois dans l'avion, c'est très difficile d'accéder à des choses qui sont pas dans l'avion. En fait, c'est pas très facile de se poser vite pour y aller chercher quelque chose, surtout en planeur. Du coup, c'est vraiment faire attention, avoir une discipline de prévoir. C'est pas vraiment pendant le vol, c'est vraiment d'anticiper
ce qui peut se passer. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y avait déjà des gens qui avaient commencé à préparer ce genre de choses, qui avaient établi des protocoles au Royaume-Uni qui étaient écrits pour des gens qui avaient du diabète, qui faisaient de l'aviation. Donc, moi, j'ai juste pris ces protocoles, j'ai un peu adapté ma façon de gérer les choses, mais j'ai pas commencé de zéro. C'est ce que Sébastien il disait, c'est que si on peut partager, c'est toujours mieux. Donc, le fait qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà eu une expérience dans ce domaine, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Sinon, ça serait un peu plus compliqué, commencer de zéro. Voilà. Et puis pour ma part, pour l'adaptation, ben, le truc, c'est que au début, ben, j'étais quand même en tant que professionnel en montagne. Et ben, voilà, au début, je suis allé d'abord avec des copains en privé en montagne qui savaient très bien ben, que je commençais avec cette gestion du diabète et puis qui étaient conscients de ce que ça pouvait entraîner. Après, j'ai jamais eu le cas que je me sentais vraiment ultra mal, que c'est eux qui ont dû me donner du sucre, mais du coup, d'avoir des gens avec soi qui savent un peu le problème et puis qu'on peut se sentir ben, libre de faire des pauses quand on veut et tout, ça m'a bien aidé. Puis après, ben, je suis retourné avec des clients. Et puis, ben, le truc aussi, ben, en tant que guide de montagne, d'aller avec des clients ou avec des copains, ben, c'est pas vraiment le même effort. Un peu, ben, on a beaucoup plus de réserves quand on va avec des clients, souvent quand même. Du coup, ça m'a permis de prendre un petit peu, d'avoir un petit peu plus de marge aussi dans la gestion de l'effort. Et après, ouais, je pense plus ou moins la première année, j'ai vraiment essayé d'éviter au maximum le sucre, les trucs sucrés vraiment. Et après, ben, en améliorant ma connaissance de la gestion, ben, j'ai compris qu'on pouvait aussi un petit peu jouer un peu plus avec la suite, pas juste pas manger. Et puis, ben, j'ai changé aussi en tant que dans ma pratique de la montagne, un peu les pique-niques. Avant, ben, j'avais deux farmers et puis un paquet de Haribo avec des M&M's que je touchais pas vraiment de la journée, puis je ramenais plein en bas. Ben, maintenant, j'ai des barres de céréales que j'ai dans la poche comme ça. Si tout d'un coup je me sens trop bas, ben, j'ai pas besoin de m'arrêter, d'ouvrir le sac et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pénible. Ben, quand on est avec des copains, on peut les laisser aller devant et puis c'est pas un souci. Mais avec des clients, ben, s'ils doivent tout le temps s'arrêter parce que le guide doit s'arrêter, c'est un peu problématique. Du coup, ben, c'est plein de petites adaptations comme ça que j'ai fait. Du coup, ben, c'est surtout d'avoir un peu une réserve de sucre à portée de main, le Natel aussi à portée de main. Après, ben, il y avait des aspects un petit peu plus techniques et inhérents au métier. Ben, typiquement, quand on va faire du ski de rando l'hiver, ben, on a ce qu'ils appellent un détecteur de victimes d'avalanche. C'est un appareil qui permet de chercher les gens et d'être retrouvé si on passe sous une avalanche. Et puis ça, il faut faire attention avec les interférences et puis des autres appareils électroniques. Du coup, ben, ça, c'était des choses aussi à prendre un petit peu en compte et puis ben, pas mettre le Natel au même endroit où on a cet appareil. Du coup, c'est des choses qui, qu'au début, ben, voilà, on réfléchit pas vraiment. Puis après, avec le temps, ben, je me suis dit, ah, ben, ça, il faut faire un petit peu attention. Ça, on va éviter un petit peu. Typiquement aussi, ben, le soir, en cabane, on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on va manger, combien on va recevoir. Et souvent, c'est quelque chose qui est un petit peu le typique plat de pâtes bolognaise parce qu'il faut prendre des forces pour le lendemain. Du coup, ben, aussi avec la gestion de l'insuline, c'était aussi un peu. Il a fallu s'adapter. Puis du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais une dose que je pensais plus ou moins avoir besoin d'insuline. Et puis à la fin du repas, je recorrigeais avec ce qui manquait parce que ben voilà, on ne sait jamais ce qui vient et c'est des choses qu'il faut être un petit peu flexible à s'adapter. Un petit peu, c'est ce que j'ai dû adapter. Mais vrai, c'est vraiment pendant l'effort, au début, ben, j'étais bien content d'avoir le capteur pour me conforter dans ma sensation. Et après, ben, typiquement l'été, quand on marche sur une arête et puis qu'on est encordé, ben, le guide qui est devant, il a en général une main pour se tenir plus ou moins et une main qu'il a la corde qui le relie au client. Et du coup, ben, là, ça devient compliqué de sortir le natel, de regarder, de prendre la glycémie. Et avec le ressenti, un petit peu, j'ai réussi à développer un petit peu de sentir quand on est trop bas, ben,
de savoir puis avoir vraiment quelque chose qui est vraiment à portée de main pour pouvoir vite manger un petit truc. Et puis, bah, typiquement, quand le client grimpe, et ben, de vite profiter de ce petit temps mort pour recontrôler, pour adapter un petit peu s'il faut manger un petit truc, s'il faut corriger. Et puis, c'est des choses, au début, ça demande beaucoup d'énergie et puis ça prend de la place dans la tête. Puis ben, après, le cours s'adapte quand même vraiment bien et on s'y fait, puis ça devient presque un réflexe. Du coup, voilà un petit peu pour l'adaptation. Ouais, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a beaucoup de choses finalement, cette alimentation, le fait de faire de la montagne l'été ou l'hiver. Je pense qu'au niveau conditions, c'est aussi un petit peu différent. Et ce que je souligne d'important dans ce que tu as dit, c'est le fait de se connaître et de ressentir et de savoir identifier les symptômes, que ce soit lors d'une hypoglycémie ou lors d'une hyperglycémie. Mais en tout cas, dans ce qu'a dit Sébastien et Ricardo, je crois qu'il y a l'anticipation qui ressort principalement, mais qu'en anticipant, les activités sont possibles. Moi, je voulais peut-être aussi vous poser la question suivante par rapport à, voilà, vous avez appris le diagnostic du diabète, il y avait déjà ce hobby ou ce métier qui était présent. Quelles ont été les ressources finalement pour vous aider à vous dire, bon, je poursuis, j'ai envie quand même de poursuivre la réalisation de cette activité. Quelles ont été vos ressources? Quels ont été le soutien que vous avez trouvé autour de vous? Si vous voulez nous en dire un petit peu plus. Ouais, je peux commencer aussi. En fait, la première ressource pour moi, c'était mon médecin diabétologue. C'était de vraiment comprendre et discuter quelles étaient les problématiques de ce genre d'activité quand on a du diabète, pour avoir tout bien clair dans la tête. Je pense aussi, j'ai eu besoin de préparer des dossiers que j'ai envoyés pour essayer d'avoir mon certificat médical. Et cette préparation, c'était dans tous les domaines. C'était on- l'avis du médecin, mais aussi toutes les analyses que j'ai dû faire, toutes les papiers qu'il faut envoyer. Et toutes ces procédures, ça m'a aidé beaucoup à mieux comprendre aussi ce qui implique le diabète. Après, une fois ça a bien compris, ce qui est vraiment, c'est d'avoir quelqu'un qui a aussi le côté pratique. Donc, j'ai connaissé plusieurs pilotes qui m'ont dit qu'ils connaissaient quelqu'un qui avait du diabète type 1. Et donc, j'ai pris contact, j'ai essayé de comprendre quelle était leur expérience. Il n'y a pas tellement de cas pour l'instant. Je pense que c'est aussi parce que comme c'est assez restrictif en termes de législation, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui pousse un peu pour y aller en avant. Mais j'ai quand même essayé j'ai quand même réussi à trouver des contacts qui m'ont expliqué ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui peut marcher, quelles sont les possibilités. Et donc, du coup, j'ai connu de plus en plus de gens. Maintenant, il commence à avoir plus de ressources. Il a un groupe sur Facebook, il a un autre sur WhatsApp, il a un site web qui était développé en Amérique et qui en est en train de faire un aussi ici en Europe pour aider les gens, pour les expliquer quelles sont les possibilités, quelles sont les procédures à suivre pour réussir, en gros. Surtout pour les gens qui le faisaient déjà, parce que c'est vraiment, comme expliquait Sébastien, c'est vraiment, ça peut avoir un effet aussi sur le mental si on est empêché de faire une chose qu'on aime vraiment à cause du diabète. Mais aussi pour les gens qui ont du diabète et qui veulent quand même commencer une formation de début. Maintenant, on essaie de mettre tout ensemble pour aider. C'était pas vraiment très facile au début d'avoir ces liens, mais on y arrive maintenant. Oui, Sébastien, tu veux compléter? Ouais, alors de mon côté, les ressources que j'ai eues,
il y a eu un peu des choses, la même chose que Ricardo, mais un peu dans l'ordre. C'est au moment où j'ai eu le diagnostic, j'étais un peu désemparé. Et après, bah, j'avais quand même, je pense qu'il a beaucoup aidé, j'avais la volonté de, bah, j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire, du coup, d'essayer par moi-même et puis de vraiment de tester ben voilà, de tester. Et puis, j'avais pas vraiment d'autres connaissances d'autres personnes un petit peu dans mon cercle qui avaient du diabète et qui faisaient de la montagne. Du coup, je dis, ben voilà, c'est l'occasion d'essayer un petit peu par moi-même, de voir et puis de tester. Puis, je fais des expériences sur moi-même au final. Et du coup, ça, je pense, bien aider d'amorcer le processus et puis de pas vraiment avoir peur de l'hypoglycémie, un peu, c'est le gros truc qui fait peur, mais de vouloir, ouais, ben voilà, d'aller essayer. Et puis après, ben, comme je disais avant, c'est d'avoir pu aller d'abord avec des amis faire de la montagne et puis voir que ça marche toujours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien aidé. Après, ben, comme je l'ai dit aussi, le capteur, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Ça, c'est vraiment, je pense, en devant prendre la glycémie capillaire, ce serait toute une autre discipline d'arriver à toujours faire de la montagne en gérant plus ou moins le diabète. Après, j'ai eu aussi, ben, plutôt par la suite, un peu des contacts où ben, la prise de contact a été faite, ou bien c'était un peu par hasard. Euh, de par, je crois que c'était l'infirmière en diabétologie qui avait contact, qui avait connaissance, qui avait une Espagnole qui avait du diabète et puis qui faisait aussi de la montagne. Du coup, on a échangé quelques mails. Et puis, ben, elle disait, ah ben moi, j'ai pu faire encore le Mont Blanc, la Concagua, c'est un sommet le plus haut d'Amérique du Sud. En ayant du diabète, ça marchait pas trop mal. Ben, le seul truc, c'est qu'il faut tout le temps mettre de l'insuline. Ça m'a un petit peu réconforté que c'était possible de faire. Et aussi au niveau professionnel, ben, que si en tant qu'amateur ça marche, je ne verrais pas pourquoi en tant que professionnel ça ne marcherait pas. Et après, en fait, ce qui m'a fait aussi assez plaisir de croiser, c'est en montagne, j'ai croisé 2 ou 3 fois des clients diabétiques, en fait, que j'ai eu. Je ne savais pas qu'ils étaient diabétiques, ils ne savaient pas que j'étais diabétique. Et puis, ben voilà, une fois, on monte en cabane, puis on arrive en haut, puis on mange quelque chose sur la terrasse, puis je le vois qui se pique, puis il a dû voir que je le regarde un petit peu de travers, puis il me dit, ah, c'est parce que je suis diabétique. Je lui dis, bah oui, moi je sais, moi aussi en fait. Et puis du coup, c'est assez rigolo de se retrouver comme ça, on est dans la même galère, et puis on se retrouve pour faire la même chose qui fait du bien aux deux, et puis de pouvoir un petit peu échanger là-dessus, ça réconforte aussi un petit peu. Et puis un peu pour l'acceptation, un peu. Après le diabète, j'ai des thérapies alternatives en me disant, ah, bah, peut-être ça peut aider à faciliter ou à diminuer ou je sais pas quoi. Et au final, j'ai fait surtout de l'hypnose et puis alors, ça n'a pas fait partir le diabète, mais je pense que c'était un processus nécessaire à l'acceptation. Et puis ça a fait partie un petit peu des ressources aussi pour lancer la machine, pour continuer à faire de la montagne. Puis maintenant, bah, j'ai toujours un petit peu des challenges quand je peux faire une grande course avec des copains que voilà, même pour le commun des mortels, pour tout le monde, c'est difficile, c'est pas accessible à tout le monde. Et de voir que j'arrive aussi à faire ça en ayant le diabète, bah, je me dis, bah, je pense que c'est quelque chose qui est plus ou moins géré, qui m'empêche en tout cas pas de faire des trucs chouettes. Du coup, ça m'aide aussi à aller de l'avant et puis de voir que ça ne me restreint pas forcément. Merci beaucoup en Voilà, tout pour mes cas pour ressources. ce beau témoignage. Je crois qu'on a une question de la part de Steven. Oui, en fait, j'avais même 2 questions. Peut-être une première pour Sébastien. À quel niveau est-ce que tu es ouvert avec tes clients du diabète, avec tes clients de ton diabète? Est-ce que c'est bonjour, voici mon glucagon dans la poche droite de mon sac à dos au cas où, mais tout va bien? Ou s'il n'y a pas de questions, tu leur dis rien? Ou est-ce que tu vas aux toilettes faire tes piqûres? Enfin, quel niveau et est-ce que tu n'as pas Ouais. peur de perdre la confiance des clients en leur montrant ton insuline? Alors, pour ta deuxième question, au début, j'avais très peur de voir que c'était ouais, ben voilà, le guide, c'est un peu le garant de la sécurité. Et puis, si on voit qu'il commence à s'injecter des trucs, on se dit, oulala, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Mais après, ben voilà, c'est quelque chose qui m'a fallu, je pense, un petit moment
pour trouver ma façon de fonctionner. Et puis maintenant, alors je vais pas dire en les rencontrant, salut, je m'appelle Sébastien, j'ai du diabète. Si jamais je deviens inconscient, voilà comment il faut faire. Mais c'est quelque chose que je cache pas du tout. Et puis voilà, je fais des piqûres devant mes clients et j'en discute très ouvertement. Mais ça, c'est pas le premier truc qui vient dans la discussion. C'est souvent, ça vient au repas parce que ben voilà, il faut faire la piqûre et puis soit je vois qu'il regarde un petit peu bizarrement ce que je fais, soit je vois soit il me pose directement la question et puis j'en discute assez rapidement avec eux. Puis après, Ok. ben moi, j'ai jamais eu de glucagon avec moi en fait. J'ai tout le temps du sucre, mais j'ai jamais eu de glucagon ou rien que ce soit. Du coup, je pouvais pas leur dire où j'avais mon glucagon. Et puis c'est, bon, voilà, je le gère comme ça. J'ai jamais eu de soucis et j'ai jamais eu l'impression de passer pas loin d'avoir d'être trop bas. Du coup, c'est aussi pour ça que je fais comme ça. Ok, merci. Oui. Tu avais une deuxième question, Steven, ou c'était... Oui, j'avais aussi une question pour Ricardo qui est à moitié formulée dans ma tête. On verra où ça va. Et tu nous as parlé de législation et de protocole avec des étapes supplémentaires liées au diabète. Et je me pose la question, je sais que chaque diabète est différent et je peux imaginer que chaque protocole doit être adapté aux diabétiques. Et je me demande comment ça marche ensemble avec la législation, parce que les gens qui font les lois, ils doivent demander qu'on écrive un protocole précis. Et est-ce qu'on arrive à tout mettre ensemble? Est-ce qu'on a un protocole qui est dans les grandes lignes, ensuite on l'adapte? Enfin, comment est-ce que ça marche ensemble, ces deux aspects? Ça, c'est une très bonne question. En fait, il y a des pays qui sont un peu plus euh, qui s'adaptent plus facilement à ce genre de choses. Et il y a des pays qui sont plus conservateurs. Je pense que la plupart des pays en Europe, ça reste quand même assez conservateur dans ce domaine. Euh, les, euh, les protocoles, ils sont génériques, ils sont pour tout le monde, c'est pas adapté. Et en fait, c'est du genre, je donne un exemple, le protocole, c'est on doit mesurer 1 heure avant de voir la glycémie. Si on est en capteur, c'est réglé. Et après, il faut regarder tous les 30 minutes pendant le vol. Et donc, à chaque fois, si on regarde en chiffre, on va dire 15 millimoles, il faut prendre une, ils appellent ça une action corrective. Donc, on peut le faire pas forcément immédiatement. Si on est en train de faire quelque chose de plus important, on peut laisser pour après. Après, il a une zone verte où il n'y a rien à faire, que c'est entre 5 et 15 millimoles. Après, si on est en bas de 4, par exemple, il y a une action prioritaire. Donc, il faut absolument prendre une action. C'est manger du sucre, quelque chose qui fait remonter la glycémie. Après, ça, c'est pour le vol en croisière, on va dire. Après, il y a des étapes qui sont un peu plus délicates, comme le décollage, l'atterrissage. Là, il faut faire, donc 20 minutes après l'atterrissage, par exemple, il faut faire une mesure, regarder la glycémie et faire une action immédiatement pour pas avoir à faire pendant le décollage, l'atterrissage, parce que c'est une partie un peu plus critique. Mais c'est pas vraiment adapté à chaque personne. C'est vrai que chacun gère, son corps gère différemment le diabète, mais c'est vraiment des procédures génériques qui sont très similaires à des procédures comme sortir les volets avant l'atterrissage ou réduire la puissance. C'est un peu comme ça. Et Sébastien, il parlait du problème des fois, et aller chercher le téléphone dans un avion, ça, c'est assez important en fait. Et l'évolution technologique comme l'intégration des capteurs avec les montres, ça, c'est très important parce que ça reste quand même beaucoup plus simple d'y aller voir la montre que d'y aller chercher le téléphone dans le sac. Ça, c'est très important pour ce genre d'activité. Et après, moi, je parlais des gens qui sont
peu plus conservateur. Donc, Sébastien, il a parlé au début des problèmes des capteurs avec l'altitude et le froid. Donc, l'EASA, donc l'agence européenne, ils ont démarré une étude, ça fait un mois, en Autriche, qui est en train de vérifier dans des chambres de pression où ils peuvent gérer la pression pour voir au sol quelles sont les différences sur les capteurs qu'on en fait monter, on fait baisser la pression, le froid aussi, pour avoir des données. Même si on a maintenant des centaines de pilotes qui ont des mesures de ces vols dans plusieurs pays, bah, ils veulent faire ça dans un environnement contrôlé et avoir ces données avant de prendre une décision et d'accepter les protocoles qui existent déjà dans d'autres pays. Donc, ça change un peu, mais c'est assez générique. Je ne dirais pas que c'est adapté à chacun. Merci. Merci beaucoup. On m'entend? Ouais. Ouais, bon, bah, merci pour tous ces témoignages. Et je crois que vous soulignez plusieurs points tous les deux et par les questions de Steven, hein, c'est que finalement, il y a c'est des activités où si on est bien préparé, si on a suffisamment anticipé, c'est clairement possible de les pratiquer avec un diabète, mais ça demande en fait toute une anticipation et on a aussi toute une série de points qu'on ne connaît pas forcément. Pour vous dire, moi, je n'ai pas connaissance d'études précises par rapport à la fiabilité d'un système Dexcom ou d'un système Medtronic en altitude. À ma connaissance, ça n'a pas encore été fait. Par contre, ça a été fait sur les glucomètres de l'époque. On sait que certains glucomètres, ils fonctionnaient jusqu'à 3000 mètres, puis ensuite, ils ne fonctionnaient pas, et ce n'était pas le cas de tous parce que effectivement, la pression partielle d'oxygène change avec l'altitude. Tout ceci pour donner un exemple et pour dire combien je crois que c'est important qu'on arrive à créer des réseaux, des communautés, des réseaux en fait d'expertise parce que ça rend possible des activités qui pourraient à première vue être considérées limitées ou pas forcément possibles. Et puis ensuite, vous avez aussi tous les deux parlé de l'évolution des technologies. Je pense que voilà, le Dexcom G7, par exemple, est directement connecté sur l'iWatch ou les Garmin et il n'y a plus besoin de se balader avec le téléphone. Donc ça, à mon avis, dans vos deux activités, ça va être un point particulièrement utile parce que il n'y a pas besoin d'avoir aussi la batterie du téléphone, mais il faut que la montre soit suffisamment chargée aussi. Donc, ce mot de l'anticipation, en tout cas, vous êtes deux exemples assez remarquables hein, de combien vous avez appris pour réaliser vos activités. Et j'aimais beaucoup la question hein, des protocoles. Moi, je pense qu'il y a des protocoles qui sont à construire ensemble. Les exemples de Ricardo dans l'aviation pourraient, à mon avis, servir à Seb. Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais de se dire, tiens, en fait, avant de démarrer l'arrête ou avant d'être en t-shirt et de ne pas pouvoir regarder, peut-être ça vaut la peine que ce soit là que ce que tu fais, évidemment, hein, j'ai pas de doute, Seb, mais de le réfléchir comme pour que ce soit aidant, en fait. Se dire, je sais que là, pendant 1 heure, j'aurai cette partie-là d'ascension, je pourrais moins bien contrôler. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer d'avoir une glycémie un peu plus élevée ou un peu plus où j'ai un peu plus de marge. Et puis, dans les autres nouveautés aussi, hein, je pensais à Sébastien, il y a peut-être que tu as probablement entendu parler de ce glucagon intranasal, où tu te donnes un push de glucagon à travers le nez. Ce sera clairement utile peut-être de l'avoir dans le sac parce qu'il ne prend pas beaucoup de place. Et puis, tu peux toujours, comme ça, l'air de rien, te donner un peu de glucagon. Et je suis sûr que dans l'aviation, ça pourrait être utile, mais il faut qu'il soit à portée de main. Hein, et tous les deux, vous avez cette caractéristique qui, après, à mon avis, peut servir à tous les sportifs. Et je trouvais intéressant de vous entendre tous les deux, parce que Ricardo, de mon souvenir, il a beaucoup utilisé le sport comme
comme terrain d'apprentissage pour, je crois, être à l'aise après aussi en altitude. Mais il me corrigera si je dis des bêtises. Non, tout à fait, ouais. Bah, c'était aussi ce que Sébastien disait au début, je voulais montrer à moi-même que le diabète, ça n'empêche pas de faire ce qu'on aime. Donc, j'ai poussé encore plus loin sur des activités que je faisais un peu à côté de l'aviation aussi. Bah, j'ai essayé de pousser un peu pour voir où est-ce on peut y aller. Et c'est surtout qu'on apprend beaucoup, dans des situations comme ça, et on apprend à gérer toutes les situations, ce qui nous laisse à l'aise après un peu partout. Euh, je pense que c'est le plus important, c'est de rester positif et de continuer à apprendre à gérer. Ben, j'apprends toujours, hein. C'est à chaque fois, il y a des choses nouvelles. Hein. Je sais pas si Sébastien pense. Ouais, alors, je suis assez d'accord avec toi que chaque fois, on apprend un peu des, des nouvelles choses. Et puis, ben, on voit aussi qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Et puis, c'est ça que je trouve aussi, au final, très intéressant. C'est que, ben, je pense, toi comme moi, ben, on est chacun dans on fait chacun une activité qui n'est pas forcément de base recommandée pour les diabétiques et puis qui n'est pas pratiquée par beaucoup de gens qui ont du diabète. Apparemment, dans l'aviation, il y a un peu plus une communauté que pour la montagne. Mais du coup, ben, chaque chose est à réfléchir, à remettre en question, à voir comment on peut faire pour gérer ça, comment on peut gérer ça mieux. Et puis, c'est des choses que je trouve, c'est au final assez stimulant de faire ça en tant que diabétique parce que ça rajoute un challenge en fait. Merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. C'est vrai que l'heure tourne. J'en profite pour voilà, proposer à ceux qui le souhaitent peut-être de poser encore quelques questions. N'hésitez pas, on a la chance d'avoir Sébastien et Ricardo disponibles pour répondre à toutes vos questions. J'en ai peut-être une, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Giacomo aussi, sur ces questions de protocole. Donc moi, je suis dans la fondation sans être moi-même diabétique, mais une question que je me pose par rapport enfin voilà, vous avez des communautés qui existent ou qui, plus ou moins, on a autour de la table là, des diabétologues. Qu'est-ce qui serait utile? Est-ce que la diffusion de ces protocoles pour d'autres diabétiques, ce serait quelque chose il faudrait quelque part les mettre en place, les valider conjointement, etc. Mais est-ce que une diffusion de tels protocoles serait utile? Est-ce que ce serait plutôt auprès des diabétologues qu'il faudrait faire de la formation et puis essayer d'expliquer un petit peu que oui, c'est possible et, euh, et diffuser auprès d'eux effectivement un certain nombre de méthodes? Est-ce que c'est sur notre site web? Est-ce que c'est… Enfin, voilà, je me demande un tout petit peu comment permettre à d'autres d'y arriver, peut-être sans passer par… enfin, ou en allant plus vite que ce que vous avez pu vivre vous-même. Je peux commencer, mais euh, moi, je pense qu'il y a deux choses qui seraient très, très utiles. Le gros problème pour beaucoup de gens, c'est le manque d'information. Pour l'aviation, il y a des visites médicales spécifiques avec un médecin aéronautique. Il y a beaucoup de médecins qui ne regardent pas plus loin que ce qui est écrit dans le papier. Même si on sait qu'on peut avoir des dérogations dans certains cas, même si on sait que il a tout un dossier qui peut être préparé euh, pour, pour, euh, pour corriger cette élimination de début.
Ça, c'est l'information plutôt pour les médecins. Après, comment préparer ce dossier, c'est assez compliqué aussi parce qu'il y a des cas, ça dépend des pays, mais il y a des cas de succès. Donc, ce qu'on veut toujours faire, c'est de prendre les cas de succès et les refaire, d'essayer d'apprendre. Et ça, ces protocoles qui étaient établis, par exemple en Angleterre, ce que j'ai parlé avant, c'est des choses qui sont très visibles. On a un graphique qui dit, bah, ça, c'est les procédures à suivre. Ça marche très bien pour ce domaine, c'est d'avoir quelque chose de très clair, de quoi faire dans des situations différentes. Donc, comment partager ce type de choses, c'est très important. La dernière que je dirais, c'est que pour changer des lois qui étaient faites il y a 30 ans et qui sont vraiment pas adaptées à la situation actuelle, il faut beaucoup d'élan. C'est pas facile. Une personne ne va pas arriver à changer une loi européenne, ça c'est clair. Donc d'avoir des fondations, des groupes qui donnent le support pour y arriver avec un peu plus de force quand on va parler des agences européennes et des législateurs. Ça, c'est très important aussi. Pour ma part, peut-être pour ce qui est de la montagne, alors je pense que c'est un petit peu à l'inverse de l'aviation avec les protocoles. C'est vraiment chacun fait comme il veut, est libre. La montagne est un endroit de liberté. Du coup, d'essayer de faire des protocoles pour la montagne, je pense que c'est très compliqué. Mais par contre, il y a d'autres choses qui marchent. Mais là, typiquement, j'ai connu France en fait en allant comme guide pour des jeunes diabétiques du canton de Genève. Et ça, c'était, je pense, de mon point de vue, c'est quelque chose qui marche assez bien pour toucher les gens, de permettre de faire l'activité en étant encadré par des gens qui ont aussi du diabète et ce genre de choses. Puis après, pour faire connaître qu'il y a des activités comme ça qui existent, ça, je pense, c'est une information qu'il faudrait faire auprès des diabétologues, auprès des infirmières en diabétologie, de tous les professionnels qui gravitent autour, parce qu'au final, on évite à aller quand même avoir contact avec des professionnels comme ça plusieurs fois par année. Du coup, je pense que ça, c'est un bon vecteur d'information. Et puis, mettre sur un site internet, ça coûte pas grand-chose. Et puis, ça apporte une visibilité supplémentaire avec les référencements de Google actuellement et tout ça. Je pense que c'est quelque chose de pas mal. Et puis, moi, je verrais un peu ça comme ça pour donner de l'information aux gens. Déjà, de voir que c'est possible. Et puis, après, voilà, de partager ça avec des gens qui ont une expérience de cette activité. Parce que c'est quelque chose de faire une brochure d'information, quoi. Ça peut être un début, mais c'est quand même quelque chose de très complexe à regarder et puis tellement dépendant des personnes que ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de discuter, d'échanger de vive voix et puis qu'on ne peut pas marquer comme ça sur des protocoles. Parce que peut-être, moi, en montagne, il y a des jours où je mets zéro insuline, je mange rien de la journée et le diabète est super stable. Et puis des jours, je dois plus manger ou bien plus corriger. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on est obligé de discuter. Ça reste très dynamique. Ça dépend de tellement de facteurs que ce serait difficile à faire un protocole pour dire, voilà, dans ce genre de cas, il faut faire comme ci ou comme ça. Ça peut donner un peu des lignes directrices. Tu peux savoir dans quel sens aller, mais après, c'est pas quelque chose qui change foncièrement de quand on est à la maison. C'est un petit peu, on voit que ça monte, et il faut corriger, on voit que ça descend, il faut corriger. Il faut juste un petit peu anticiper que si ça descend, ça risque de descendre plus bas, et puis tolérer un petit peu plus que ça monte haut. Mais au final, il n'y a pas des. Ouais, je ne verrais pas l'utilité de faire un protocole, mais plutôt faire vraiment de l'information le plus vaste possible, et puis de créer ces groupes un peu de gens qui ont l'expérience dans l'activité et qui partagent ça. Sébastien, toi, en tant que guide, tu n'as pas de visite médicale à passer qui atteste en fait de ton aptitude physique. Non, c'est un peu le gros avantage d'être guide, c'est que c'est une profession où du moment qu'on a le papier, on a le papier. Et puis au début, je me disais, oulala, avec le diabète et tout, ça va être compliqué. Mais au final,
en ayant côtoyé aussi d'autres guides. Alors, je crois qu'il y en a peut-être un qui a du diabète sur Bâle, mais je ne sais pas son nom et puis je ne l'ai jamais rencontré. Mais de voir d'autres guides qui ont 65 ans, qui ont tout qui est artificiel dans les genoux, dans les hanches, partout, ou bien ceux qui ont des problèmes de cœur et de tout, qui bouffent des pilules le matin, midi et soir, ben, je me dis que je ne suis pas beaucoup plus à risque qu'une personne comme ça. Et puis, ouais, ben, c'est une profession où on est indépendant, tout le monde est quasiment indépendant, du coup, on est responsable de nous-mêmes, ça donne aussi un peu. Voilà. Est-ce que j'ai envie de devoir aller témoigner devant un juge, expliquer pourquoi j'ai fait une hypoglycémie en ayant ce client à la corde, et puis que pas de chance, c'est à ce moment-là qu'il a choisi pour glisser, puis que j'ai pas pu le retenir parce que j'étais trop mal. Ben voilà, ça met une plus grande, je pense, responsabilité sur soi-même. Et de ce fait-là, il y a moins de demandes d'avoir des certificats médicaux et ce genre de choses. Parce que je peux peut-être me tromper, mais Chelsea, peut-être que tu me corriges, mais dans d'autres pays, je pense que pour être guide, il y a besoin d'un certificat médical, mais je ne le sais pas. Hein. Je ne le sais pas. Toi, tu sais, Chelsea, si en France, il y a… Non, 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 je ne sais pas exactement comment ça se passe. Ce que Alors, je voulais dire par là, hein, c'est que tu vois, ça pourrait inciter à ne pas les raconter, en fait. j'ai pas compris la question. Ça pourrait inciter, en fonction des législations, justement, de ne pas vouloir en parler, en fait. Ah Mais, oui, oui, alors là, ben, je trouve qu'en Suisse, on a de la chance qu'il n'y ait pas cette épée de Damoclès qui pend un petit peu sur la tête, que jusqu'à quand je vais pouvoir faire mon métier, jusqu'au prochain contrôle. Mais à ouais. ce que je sache aussi, en France, il n'y a pas de contrôle où il y a un contrôle à l'entrée, mais après, il n'y en a plus parce que pour faire la demande, en fait, pour travailler à l'étranger, on doit faire des demandes aussi et donner des papiers. Et là, ça, ils ne demandent pas du tout de certificats médicaux. Et puis, ben, dans la formation de guide, ils demandent pour rentrer un certificat médical, mais c'est juste le médecin qui doit attester que physiquement, on est capable de faire ce métier. Et du coup, ben, si le médecin ou la diabétologue juge que c'est bon, ben, il signe le papier et puis c'est réglé. D'accord. Et Ouais. juste pour ajouter, dans l'aviation, il y a une tendance à une transition vers ça. Aux États-Unis, c'est déjà le cas à part les pilotes de ligne. Il n'y a pas vraiment de visite médicale aéronautique aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment, ils ont fait une analyse des dernières 30 années, 30 années et ils ont vu que dans les accidents, il n'y avait aucun qui serait détecté pendant la visite aéronautique. Donc, ils ont été très pragmatiques. Ils ont laissé tomber la visite médicale, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays encore. Et ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite non plus. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un point qui est intéressant, c'est ben, voilà, la question des certificats médicaux ou pas, et puis de voir aussi ben, le diabète dans les activités, que ce soit lucratives ou les hobbies, faut-il en parler ou pas? Et ce sera probablement la prochaine thématique d'un prochain Meet the Experts. Je vous propose peut-être de conclure cette réunion s'il n'y a pas d'autres questions dans le public. Peut-être. Je peux poser encore une question? Oui, bien sûr, c'est le but. Dis-moi. Je reviens sur les protocoles. Je trouve ça intéressant. Et je me pose la question, je ne sais pas qui peut répondre. Quelles sont les autres professions où on a aussi un protocole adapté au diabète? Je peux penser par exemple à un chirurgien, il va contrôler sa glycémie avant de rentrer dans le champ stérile. Il aura besoin de quelqu'un d'autre pour regarder le téléphone et des choses comme ça. Il doit y avoir d'autres champs d'activité dans lesquels il y a des protocoles similaires. Est-ce que les différents champs parlent entre eux et se consortent pour améliorer leurs protocoles et des choses comme ça? En fait, je ne sais pas qui peut répondre à ma question ou s'il y a une question bien précise, mais je suis intéressé à savoir s'il y a des commentaires. Voilà. Alors, de mon point de vue, Steven, il y a des professions où justement le diabète est considéré comme rédhibitoire, par exemple pilote de locomotive ou voilà, pilote d'aviation.
En tout cas, c'est le cas ça en Suisse. Grutier aussi. On perd sa capacité à être grutier, bien que, bon, on peut questionner tout ça, hein. Et il y a très peu je crois, d'interconnexion entre les protocoles existants. Moi, personnellement, comme médecin, c'est grâce à Ricardo que j'ai découvert tout ce qui existait au niveau de l'aviation, et je l'en remercie, parce que en fait, les protocoles de l'aviation que j'ai vus un peu en diagonale, bah, pour moi, ils se rejoignent dans ce que j'essaye de mettre en place pour mes patients, pour la pratique de l'activité physique. Et donc, je crois il y a clairement un gain si on arrive à faire circuler ces informations. Et c'est un de nos buts à travers la Fondation, c'est d'essayer de mettre en place, en tout cas de mettre ces informations à disposition. Il y a encore une réflexion à avoir de quelle est la meilleure manière, mais parce que, en fait, quand on s'inspire je prends un exemple tout concret, hein, c'est que dans la cabine de l'avion, il faut avoir le glucagon à portée de main, mais c'est pas le premier truc, c'est surtout le glucose, et puis c'est d'avoir contrôlé, puis en fait, c'est d'avoir une glycémie stable. Donc, en théorie, le plus important, c'est d'avoir la glycémie stable. Et puis, en fait, que ça baisse, ça devrait être une situation peu attendue ou qu'on n'a pas souhaité. Et donc, du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour la faire remonter et en combien de temps on s'attend à qu'elle remonte? Donc, cette circulation-là d'informations, aujourd'hui, je crois qu'on est capable de le faire au niveau de la réflexion médicale, mais par contre, on n'est pas encore très efficace, je dirais, à la transmettre, pour que ce soit une information voilà, comestible ou disons, facilement compréhensible par le plus grand nombre. Et c'est à ça, en tout cas, que moi me parle le terme de protocole. C'est comment je fais à avoir une glycémie qui ne devrait pas baisser, quels sont les facteurs que je dois avoir pris en compte, quels sont les facteurs pour la faire monter, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'on a à gagner à faire circuler ces informations. Aujourd'hui, à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ricardo et Sébastien, puis ensuite, je crois que ce sera le mot de la fin, et de peut-être qu'on vous laisse conclure à tous les deux un petit mot pour terminer. Je ne sais pas si Sébastien, tu commences, et puis après Ricardo pour la fin de cette session, et pour laquelle on vous remercie. Ouais, alors, je te rejoins complètement sur le fait que l'information de comment gérer ça circule, je pense, très mal. J'ai eu peu contact avec des gens qui avaient un peu la même expérience que moi, en tout cas. Du coup, à part cette personne en Espagne qui avait aussi un petit peu, qui a fait aussi de la montagne, j'ai pas vraiment eu contact voulu, en tout cas, avec des gens qui avaient du diabète. Après, ça s'est fait que par hasard, je suis tombé sur des clients qui avaient du diabète, mais sinon, je pense qu'on peut mieux faire, en tout cas, pour la circulation de l'information et puis de voir tout ce qui est possible. Voilà. Et puis, un peu pour conclure, ce que je dirais, c'est de ne pas se laisser un petit peu bloquer par le diabète pour faire des activités qu'on aime et qu'on a envie. Et puis, vraiment d'essayer de vivre comme si on n'avait pas le diabète. Après, c'est sûr qu'il y a des adaptations à faire, mais d'oser rêver comme si on n'avait pas le diabète. Et puis, d'essayer et puis de voir par soi-même si ça marche ou pas, plutôt que d'écouter ce que les autres disent sans avoir exactement notre métabolisme, notre expérience, notre tout. Du coup, il faut essayer de faire ce qu'on aime. Merci, Seb. Et Ricardo? Ouais, moi, je dirais la même chose. Je pense que ce qui était difficile, c'est vraiment de trouver les infos qui vont bien, qui aident. Après, ce qui marche vraiment bien, c'est de trouver des exemples qui montrent que l'idée générale qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire l'autre, que c'est pas vrai. Dès qu'on trouve quelqu'un qui le fait, c'est prouvé qu'on peut le faire. Il faut pas laisser tomber. Jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé quelque chose que je peux pas faire à cause du diabète, comme disait Seb, avec des adaptations, mais tout à fait gérable. Et, je pense qu'il faut pas laisser tomber les patients, surtout à cause de ça. Il faut poursuivre.
Très bien, merci beaucoup pour ces conclusions. Donc, pour les personnes qui ont participé, j'ai mis le lien pour le sondage dans la discussion. Ça dure vraiment quelques minutes, c'est 6 questions maximum. Donc, si vous êtes d'accord de le remplir, merci beaucoup pour votre aide. Et puis encore un grand merci à Ricardo et Sébastien pour leur témoignage et leur partage d'expérience qui nous ont aidés à prendre en considération tout ce que ça impliquait de faire une activité à risque avec le diabète de type 1 et surtout qu'en anticipant, eh bien, c'était possible. Donc encore un grand merci à vous deux pour vos interventions. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous. Et puis, je pense, grâce à ce genre de réunion qu'on peut faire avancer ce qu'on discutait avant, que l'information passe pas entre les différentes personnes qui pourraient être intéressées à avoir ce genre d'informations. Tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à aller sur le site de la Fondation pour connaître les activités qu'on propose régulièrement. Au revoir à tout le monde. Au plaisir. Merci, Bonne au soirée. revoir.